Bonjour à tous, voilà aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet en rapport avec la maladie. Donc si vous avez bien compris, ma chaîne va comprendre des vidéos par rapport au livre et des vidéos par rapport à la maladie. Donc si vous avez une idée de sujet, toujours n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis c'est parti. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'autonomie, de ma perte d'autonomie par rapport à la maladie. Donc c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder. Surtout quand on a 25 ans et qu'on est censé, à cet âge-là, se débrouiller seul, avoir son propre appartement ou sa propre maison et vivre son quotidien sans l'aide de personne. Alors il faut savoir que ma perte d'autonomie a commencé pendant une de mes premières hospitalisations. Avant une de mes hospitalisations, j'ai été forcée de vivre pendant une semaine chez ma maman parce que je ne pouvais plus rien faire seule. Donc ça comprend le fait de se laver, de s'habiller, évidemment de sécher les cheveux, de se coiffer, de manger par soi-même, de se faire à manger, de marcher, de se déplacer, d'aller aux toilettes, enfin absolument tous les besoins naturels, je ne pouvais plus les faire seule en fait. On était obligé, que ce soit mon compagnon ou donc ma maman, on était obligé de m'aider en fait dans ces tâches quotidiennes. C'était pas une période forcément facile, surtout que personne, donc j'étais en errance médicale et personne ne comprenait pourquoi j'avais mal et pourquoi cette douleur m'empêchait de faire ce que j'avais à faire en fait dans ma vie de tous les jours quotidienne et voilà, c'était très compliqué. Pardon. Et du coup, voilà, ça a recommencé quelques mois plus tard. En fait, entre deux, ça allait entre guillemets mieux, même si je faisais pas un marathon non plus tous les jours. On m'aidait beaucoup. Mon compagnon m'aidait énormément. Mais c'est devenu en fait normal. Il faudrait que je vous fasse une vidéo en fait sur les adaptations que on a fait au quotidien, que ce soit avec ma maman ou avec mon compagnon, parce que du coup, quand on a eu les diagnostics, on s'est adapté au fur et à mesure au fait que j'allais pas aller mieux et que il fallait pallier à cette perte d'autonomie un peu par nous-mêmes, parce que malheureusement, j'ai pas droit à des aides. Parce que avec les maladies évolutives que j'ai, comme c'est en fait comment dire, ça dépend des jours en fait. C'est très aléatoire, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. C'est très aléatoire. Il y a des jours où je vais réussir à faire tout de A à Z et il y a certaines journées, je vais rien pouvoir faire toute seule et je vais avoir besoin d'aide pour vivre à peu près une journée normale en fait. Donc quand j'explique ça, c'est un peu compliqué en fait parce que à la MDPH, donc à la maison départementale des personnes handicapées, ils n'ont pas ce genre de choses en fait dans leur code, dans leur case, vu qu'il faut absolument que les personnes soient dans des cases pour la MDPH et je ne rentre pas dans les cases. Donc je n'ai pas droit à d'aide extérieure. Donc voilà. Donc on a trouvé une solution par nous-mêmes, puisque à une période, mon compagnon a quand même dû arrêter de travailler pour s'occuper de moi, parce que je ne pouvais absolument pas vivre seule. Je le rappelais quand il était au travail, je pouvais passer des journées sans manger, sans me lever, sans pouvoir aller aux toilettes, sans pouvoir me laver. Donc moralement, pour la personne qui vit ça, c'est très compliqué. Si vous me voyez regarder sur les côtés, c'est parce que mes chats se baladent et je vérifie qu'ils viennent pas trop là en fait. Excusez-moi. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc voilà, à une période ça a été très compliqué et on a commencé aussi à avoir une période financière un peu précaire forcément. Faudra que j'en parle aussi de notre situation, puisque rien n'a été mis en place au début, puisque quand on est en période diagnostique, on n'a droit à rien du tout en fait comme aide de l'État. Donc du coup voilà, mon compagnon a dû arrêter de travailler pour s'occuper de moi. Pour moi, moralement, ça a été très compliqué de vivre cette perte d'autonomie, parce que voilà, quand on est une jeune femme de 24 ans et que, enfin quand je suis tombée malade j'avais 23 ans, 22 ans,
Et on se dit que ça va pas arriver tout de suite maintenant. Logiquement, dans la vie, ça arrive plus vers 70 ans, voire plus tard. Et que mon compagnon, quand il devait s'occuper de moi, c'était pas facile aussi à vivre, pas pour lui, enfin pour lui aussi bien sûr, mais pour moi, où je me disais ouais mais attends, il s'occupe de faire ma toilette, etc. C'est quand même pas un sujet très facile à aborder. Alors j'ai de la chance d'avoir un compagnon avec qui on dialogue énormément, on a beaucoup communiqué pendant cette période, et heureusement. Et il a toujours et j'ai eu aussi de la chance qu'il soit toujours là et qu'il m'aide, et il m'aide de toute façon toujours au quotidien aujourd'hui. Voilà, donc la perte d'autonomie, c'est pas forcément facile à gérer, c'est un truc qui est assez sensible aussi pour la personne qui le vit, pour les personnes qui le vivent autour évidemment, parce que des fois j'ai pas tellement envie de demander d'aide. Même si je sais que je peux pas le faire toute seule, il va y avoir des fois où je vais essayer de le faire. Ce qui finit jamais très bien, c'est pas voilà, c'est pas si c'est un conseil que je peux donner, c'est écoutez-vous, écoutez votre corps quand il vous dit que vous ne pouvez pas faire telle tâche ou telle tâche. Arrêtez-vous et demandez de l'aide, même si je conçois que ce soit pas évident d'avoir toujours besoin de demander de l'aide à d'autres gens. C'est vraiment compliqué. Et voilà. Et au quotidien, donc, qu'est-ce que ça veut dire ma maman s'est installée à côté de chez nous. Quand je dis à côté de chez nous, c'est qu'elle est au bout du palier, en fait. Pour que je puisse avoir de l'aide, en fait, quand j'en ai besoin. Parce que à une période, voilà, on savait plus comment gérer, on savait pas à quel moment j'allais aller mal. Même si, bon, des fois, au réveil, j'ai une vague idée de comment ma journée va se dérouler. Des fois, je ne sais pas. Il y a une minute dans la journée où je peux aller très très bien. Et 2 minutes après, je vais avoir besoin de quelqu'un pour m'apporter une bouillotte parce que je suis couchée et que je peux plus rien faire à part pleurer et crier de douleur, en fait. Et voilà, ça va être ça mon quotidien. Et donc, ma maman est venue se mettre à côté de chez nous. Et on a trouvé cette routine-là où elle vient m'aider quand j'en ai besoin. Quand j'en ai pas besoin, voilà, elle me laisse faire toute seule. Et voilà, il y a des journées où il y a même des semaines où je vais pas avoir... Enfin, pas des semaines entières, ça me paraît un petit peu compliqué. En fait, c'est devenu tellement normal, c'est une situation qui est devenue tellement normale pour nous que quelqu'un m'aide au quotidien que j'ai pas l'impression de demander beaucoup. Alors qu'en fait, quand je vous dis sur une semaine, elle va forcément venir une fois minimum, voire plusieurs fois dans la journée pour m'apporter une bouillotte, pour m'aider à me laver, à me sécher les cheveux, m'habiller. Parce que je suis tombée par terre en faisant un malaise, parce que je peux plus faire à manger, parce que j'ai trop mal aux mains, parce que j'arrive même pas à tenir parfois, c'est très rare mais ça peut arriver, que je n'arrive même pas à manger toute seule à cause de mes mains, à cause de la douleur. Donc voilà, donc en fait elle est là pour pallier au fait que je puisse pas vivre un quotidien tout à fait normal. Donc elle m'aide beaucoup au quotidien, et c'est pas quelque chose d'évident, pardon, à accepter au départ. Et en plus, ça a occasionné pas mal pas de disputes, mais de dissonance un petit peu entre nous, parce qu'au début, voilà, c'était pas facile à mettre en place. Des fois, j'avais besoin d'elle, mais comme elle a mal aussi, et elle pouvait pas venir. Parfois, elle avait des choses autres de prévues aussi. Voilà, ça a été compliqué aussi à mettre en place. Et au début, je l'ai pas très très bien vécu. Mais aujourd'hui, si j'ai pas ça dans mon quotidien, voilà, ce serait pas possible. En fait, on sait pas comment on aurait fait avec mon compagnon. On aurait sûrement trouvé des solutions, et voilà, mon compagnon aurait peut-être travaillé depuis la maison ou aurait eu un mi-temps ou des choses comme ça, mais du coup, notre situation financière aurait été compliquée vu que je ne peux pas travailler. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo entière sur le fait de ne pas pouvoir travailler. Donc voilà, c'est pas facile. Ma perte d'autonomie est aussi liée au fait que je puisse pas me déplacer. Toute seule du moins, et je vous parlerai de ça aussi dans ma prochaine vidéo, parce que j'ai un fauteuil roulant pour sortir à l'extérieur,
Et je pense que le plus difficile dans cette perte d'autonomie, au-delà de pas pouvoir, voilà, de pas pouvoir me laver toute seule, etc. Et c'est pas très marrant en fait, de pas pouvoir tout gérer toute seule. Surtout que quand on est beaucoup dans le contrôle, c'est un petit peu compliqué. Bref, c'est un autre sujet. Euh, Ce qui a été très compliqué, c'est d'entendre les médecins me dire que je faisais pas assez d'efforts. Alors je reparlerai aussi de la maltraitance médicale et de absolument tout ce que j'ai entendu par rapport aux médecins, qui a été limite plus difficile à accepter que ma situation, que mon quotidien, que mes douleurs, que mes maladies, que tout ça. Ça a été, je pense, ce qui m'a le plus entraîné vers le fond, entre guillemets, psychologiquement. Parce que voilà, on n'en peut plus des phrases à la con, quoi. J'ai pas d'autres mots, en fait. C'est un peu cru, mais voilà, il y a un médecin une fois qui m'a dit non, mais vous avez 24 ans, vous pouvez pas vous débrouiller toute seule. Parce que j'étais chez ma maman. Et je lui ai dit, j'étais tellement sidérée. En fait, quand on est face à des phrases comme ça, je vous en reparlerai plus longuement, mais on est sidéré, on sait pas quoi répondre. On se dit, mais attends, il vient vraiment de me dire ça. Et en fait, il croit que ça m'amuse d'être dépendante d'autres personnes à mon âge et de savoir que je vais être dépendante toute ma vie. Ok. Ça a été des réflexions très compliquées et que j'accepte que en fait je ne peux rien y faire. Je ne peux pas faire beaucoup d'efforts. Les personnes qui m'accompagnent dans ma vie quotidienne, des fois me stoppent, me disent arrête, Justine, là tu n'es plus capable de faire. Et j'ai toujours, voilà, c'est très compliqué à délaisser à oublier. Pardon, je vais tout bouger. À oublier ce genre de réflexion qu'on a entendu. Voilà, de dire bah, vous faites pas assez d'efforts, en fait, c'est parce que vous voulez pas, vous voulez limite qu'on s'occupe de vous, en fait, au quotidien. C'est très dur à entendre, c'est très très dur alors qu'on est déjà malade, qu'on fait déjà à peu près tout ce qu'on peut au quotidien. Voilà, c'est des choses aussi dont j'ai pas beaucoup entendu parler, la perte d'autonomie, parce que c'est quelque chose que je pense les gens ne dévoilent pas trop. Dans ce que moi j'ai vécu, en tout cas, ça a été compliqué de trouver des témoignages à une période en fait qui se rapprochaient, d'expériences qui se rapprochaient de la mienne. Et lié à donc du coup toute cette perte d'autonomie et au fait que voilà, des réflexions. Je suis désolée si je suis un peu brouillon, mais c'est un sujet qui est un peu compliqué pour moi, mais je voulais absolument vous en parler parce que si ça peut aider une seule personne à se dire en fait je suis pas toute seule et c'est pas grave et c'est pas de ma faute et c'est absolument pas de votre faute si vous avez besoin au quotidien d'aide. C'est en aucun cas quelque chose de marrant en fait. Enfin, je veux dire, à une période, limite, j'avais l'impression d'être traitée comme ça, où je me disais, mais attends, peut-être que j'ai un autre problème, peut-être que psychologiquement, j'ai absolument besoin que quelqu'un soit à s'occuper H24 de moi. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Et on arrive à faire croire aux patients ce genre de choses. Je vous reparlerai aussi de mon expérience au centre antidouleur. Grande expérience. Non, sans rigoler. Où je ne vais plus, en fait, parce que ça s'est très très mal passé. Où la personne me disait que j'allais dans 6 mois être capable de tout gérer toute seule. Désolée. Et c'était très compliqué à entendre parce qu'on se dit attends, on fait déjà tout ça, ça fait déjà plus de 2 ans que je suis dans cette situation là et limite c'est elle qui nous dit mais vous inquiétez pas, en fait c'est parce que vous écoutez trop ou voilà vous faites en fait elle partait du principe qu'on mettait trop de choses en place par rapport à ma perte d'autonomie et
et qu'en fait il n'aurait pas fallu faire ce genre de choses là, qu'il aurait fallu continuer à essayer pour moi de faire les choses seule. Faut savoir que à une période ça m'a mise en danger, et ça me met en danger au quotidien si j'essaye de faire des choses toute seule. Je vous explique très simplement pourquoi. Si j'essaye de me laver alors que je suis en crise, et oui, j'ai pas envie de pas rester lavée pendant toute ma journée en fait. C'est bizarre, hein, mais voilà. Si j'essaye de me laver à un moment où je suis en crise et que je fais un malaise, je m'évanouis. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de m'évanouir. Et c'est dangereux de s'évanouir dans une baignoire en fait. Bizarre. Donc voilà, et ça m'est arrivé plusieurs fois de m'évanouir chez moi, seule. Et je me suis jamais fait mal, jusque-là. Mais voilà, je me suis mise en danger à une période, et quand on me disait que j'étais capable de faire les choses seule, j'ai encore plus poussé en fait. Et surtout, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça, même si les médecins ne vous écoutent pas, même si je peux comprendre que aussi dans un contexte familial, parfois vous vous sentiez seul. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des gens autour de moi. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur ça, sur les proches, sur les réflexions qu'on peut avoir à ce moment-là, qui sont pas faciles. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez aller voir aussi des psychologues, des psychiatres, des groupes de parole même, des témoignages sur internet ou parler sur des forums. Surtout, n'hésitez pas à ne pas rester seul, et ne tirez pas, ne poussez pas votre corps à bout, parce qu'après c'est comme ça qu'on se retrouve hospitalisé. Et j'en suis la preuve vivante, parce que à un moment je me suis tellement forcée que mon corps il a dit stop et mon cerveau a dit stop, et c'était une période vraiment très compliquée. Et vous ne mettez pas en danger. Ne vous mettez pas en danger, n'écoutez pas les gens qui vous disent mais vous pouvez en fait. Non, je ne peux pas. On sait où sont nos limites. En tant qu'être humain, on sait où sont nos limites. Il faut s'écouter. Alors certes, il va y avoir toujours des médecins pour vous dire mais vous vous écoutez trop, mademoiselle. Mais si je m'écoute pas, je fais quoi en fait? Si un médecin, une fois je suis arrivée, je lui dis pendant tout le chemin, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir dans la rue. Elle m'a dit mais vous vous êtes pas évanouie? Comment on peut recevoir un patient en lui disant ça? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, voilà, je suis sortie de l'errance médicale, etc. Mais à cette période-là, j'étais en détresse psychologique. Et on ne peut pas accueillir un patient en disant ce genre de choses, c'est pas possible. Et quand on parle de sa perte d'autonomie et que... voilà, après, je suis tombée sur des personnes géniales. Hein. Je ne dis pas que toutes mes expériences médicales ont été catastrophiques. Mais voilà, pour faire comprendre à un médecin qu'en fait on a besoin de cette aide, c'est très compliqué. Et j'ai eu beaucoup de réflexions. Beaucoup de réflexions. Si je vous disais toutes les réflexions que j'ai eues, je pense que je pourrais faire à peu près 3 heures de vidéo, voire même plus. Mais voilà, par rapport à cette perte d'autonomie, c'est à peu près les réflexions que j'ai pu avoir sur d'autres sujets, j'en ai eu plein. Mais sur d'autres sujets, oui, effectivement. Et quand j'explique ce qu'on a été obligé de mettre en place, heureusement que j'ai ma maman. Heureusement que j'ai ma maman pour s'occuper de moi. Heureusement que mon compagnon s'occupe de moi. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait concrètement au quotidien. Et je ne sais pas comment je ferais aujourd'hui pour vivre une vie à peu près normale, en fait. Et voilà. Et c'est un sujet qui est pas évident, parce que dire que à mon âge des fois j'ai besoin d'aide pour m'habiller, pour aller aux toilettes, pour me laver, pour me sécher les cheveux, pour me coiffer, tout simplement, pas pour me maquiller, parce que voilà, c'est pas ma priorité quand je suis en crise, je vous l'avouerai. Pour s'occuper de mon appartement, pour s'occuper de mes chats, pour s'occuper de ce qu'il y a à faire au quotidien, entre guillemets. Quand on est une personne, c'est très compliqué. Quand je peux pas marcher et que c'est mon compagnon qui me porte, c'est pas évident. Et c'est pas évident non plus de demander de l'aide aux personnes qui nous entourent, parce qu'on n'a pas envie de dépendre d'eux. Et je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie de dépendre d'eux. Mais c'est quelque chose qu'il faut... Voilà, si je peux vous conseiller juste une chose, c'est communiquer avec les gens qui s'occupent de vous.
avec voilà, que n'importe qui, hein, que ce soit même parfois une aide-soignante ou quelqu'un qui vient à votre domicile pour vous aider, n'hésitez pas à communiquer, à dire ce qui vous gêne, à dire voilà, à tel moment j'ai pas aimé tel geste ou telle réflexion de ta part. Et ça peut être dans les deux sens parce que effectivement on se dit que voilà, la personne dépendante peut avoir certaines réflexions, mais ça peut être aussi la personne qui s'occupe de nous, qui voilà, qu'on communique pas assez avec elle sur qu'est-ce que là quels sont mes besoins là tout de suite maintenant, quels sont voilà. À une période aussi c'était beaucoup dans l'anticipation. Ils étaient tout le temps, enfin les gens qui étaient autour de moi, alors c'était prévenant, mais ils étaient toujours dans l'anticipation de me dire Justine, porte pas ça, Justine, ne fais pas ça, Justine. C'était un peu compliqué une période parce qu'ils me laissaient plus rien faire de peur que j'ai mal. Et voilà, et il faut savoir communiquer sur ses besoins, sur le fait que ben oui, je suis consciente que si je fais ça, peut-être que derrière je vais avoir mal. Mais en fait j'ai envie de le faire. J'ai envie de me dire que je peux faire certaines choses. C'est important aussi moralement de se dire qu'on peut faire certaines choses, on est capable de faire certaines choses. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. J'ai sûrement oublié plein de choses, de toute façon, comme d'habitude, parce que je vous avoue que je prépare pas grand-chose. Je me suis rendu compte que les vidéos que j'ai faites sur les maladies, il manque plein de trucs, il manque plein de symptômes, plein de choses que... Mais comme je vous dis, si je résumais 3 ans en 20 minutes, ce serait très très compliqué. Donc voilà, j'ai plein d'autres sujets à vous... auxquels j'ai envie de faire référence dans les vidéos. Et si vous avez une idée, un sujet, une question, n'importe quoi, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire. Si ça peut aider une seule personne, ça sera déjà magnifique. Je vous fais des bisous.